On se retrouve pour la Cloud Week avec une table ronde passionnante, les femmes du cloud. Pour ça, on a avec nous Corinne Meignier, qui est cofondatrice de Kabia. Oui, Bonjour Corinne. bonjour. On a également Maddy Sedi. Maddy Sedi, alors vous êtes Maddy Sedi, directrice conseil, communication et influence pour Solicom. Absolument. Mais on verra, il y a plein d'autres choses. On a Teresa Colombi, qui est managing director, de Ludotique. Je pense qu'on va parler du UX design. Absolument. Bonjour. Et on a à distance avec nous Carole Malbranc. Mais Carole, si vous m'autorisez, vous vous présenterez tout à l'heure parce qu'on va avoir un petit entretien spécial, notamment sur les femmes et tous ces métiers-là. On va attaquer tout de suite, Corinne, avec vous. J'ai une première question. Vous allez nous évoquer un petit peu ce que vous faites. Vous êtes présente dans des commissions et autres. Et puis les actions que vous menez, bien évidemment. Alors, j'ai donc fondé Kabia qui fait donc dans l'hébergement de données informatiques. C'est pour ça que je suis avec le cloud. Et un jour, on s'est aperçu avec 2-3 membres d'Eurocloud, femmes, qu'il n'y avait pas de femmes assez représentées dans nos métiers. Et donc, on a créé la commission des femmes du cloud, qui est toute jeune, puisqu'elle date de mars. Donc, on n'a pas encore toute une année. Et on s'est aperçu qu'en fait, on est l'une des rares commissions d'Eurocloud à avoir des participants qui ne font pas partie d'Eurocloud. Alors, on a Outcloud qui est vraiment présente. Les filles sont présentes. On a Nora aussi, dont j'ai oublié le nom, B2Cloud aussi, qui est présente. On en a d'autres aussi. Mais on a monsieur, donc notre président, Francis Veil, a trouvé qu'il était intéressant qu'on fasse venir des personnes de l'extérieur. Et on aimerait aussi que les membres d'Eurocloud soient un peu plus présents, mais on n'arrive pas encore à faire bien passer le message. Ça va venir, ça va venir. Je compte sur vous. En fait, ce qui est très intéressant sur votre démarche, moi j'aimerais que vous me disiez un petit peu, c'est le pourquoi de tout ça et surtout les actions concrètes que vous menez. Alors, l'action concrète, on ne refait pas la roue. On a créé un site internet qui s'appelle lesflammesducloud.club où on met en avant tout ce que les autres font, toutes les associations, les actions réelles qu'elles font. On a notamment une jeune femme qui est en Hollande et qui permet une seconde chance et qui permet à des femmes et des jeunes filles de prendre un cycle en cours pour venir apprendre à coder. Et en sachant que là-bas, ils n'ont pas les mêmes concepts que nous pour la formation. Donc, on est en train, entre autres, on a eu beaucoup de choses comme ça. Et donc, on est en train de voir ce qui se passe ailleurs pour apporter les actions qui existent déjà, pour les apporter pour les membres d'Eurocloud et toute personne qui arriverait sur le site pour voir. Ça nous a paru plus intelligent que de dire on va créer ceci, on va créer cela. Peut-être qu'à terme, on proposera de fonder une bourse pour des étudiantes. C'est quelque chose auquel on songe. Mais à l'heure actuelle, on est plus à regarder ce que font les associations en France, les associations en Europe, qui font partie donc d'Eurocloud, et de voir ce qu'elles ont déjà fait et ce que ça a donné. Est-ce que ça a fonctionné ou pas aussi? Déjà, la notion de partage, elle est importante parce qu'effectivement, on n'a pas toujours la visibilité sur ce qui se fait. C'est ça. Et on n'a pas le savoir, on ne sait pas tout, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses et qui n'arrivent pas à le montrer. Donc, si on peut apporter à travers les rapports, à chaque fois qu'on fait une réunion, enfin une commission, on apporte le rapport et que les membres d'Eurocloud ont le désir de le lire et de voir ce qui se passe, on apporte déjà beaucoup plus que ce qui n'a été fait jusqu'à présent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que vous devez avoir des retours, c'est-à-dire qu'il y a un certain éveil, je suppose, de certaines femmes, et bien évidemment d'hommes aussi, se disant que quelque part, c'est une source incroyable d'initiatives. Il y a ça, et surtout, en fait, quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit c'est bien d'avoir un endroit où on va pouvoir récupérer un maximum d'informations et de savoir ce qui se passe dans notre région. Parce que nous, sur la région PACA, enfin moi je suis sur la région PACA, il y a des choses qui se font. En région parisienne, il y a pléthore. Je suis Baudor, qu'en Bretagne aussi, il y a beaucoup de choses, dans les Hauts-de-France. Et en fait, tout ça, on n'en est pas informé. À part si on suit tout sur LinkedIn ou autre, mais on peut rater l'information. Tandis que quand on a un site, un endroit qui reprend tout, eh ben, ça vous redonne ce qui est fait. Et moi, j'ai vu des parents en parlant qui ont pu voir que sur Grenoble, il y avait quelque chose qui se faisait. Et donc, ils ont pu contacter pour voir quel était le chemin à prendre le mieux pour l'école, enfin, quelles écoles étaient les plus
recommandée, entre guillemets, pour une voie vraiment dans l'IT. Elle voulait faire de l'administration serveur, ce qui n'est pas courant. Donc voilà. Donc on espère qu'aussi ça montrera qu'on peut faire des tas de choses. Quelque part, vous jouez de l'accessibilité, de l'inclusion. Vous êtes un acteur finalement qui regroupe tout ce qui se fait de telle manière à ce que les gens puissent quelque part se projeter. Avoir l'information et qu'elle soit vraiment accessible pour tous, pas simplement pour les membres d'Eurocloud. Et c'est vraiment ça que je remercie tant Henri Michel que Francis, c'est d'avoir permis cette ouverture. La notion d'ouverture, elle est très importante, et puis on parle du cloud, ça tombe bien. On va tout de suite aborder une autre question qui est finalement votre vision sur ce que le cloud apporte. Madi, pour vous, qu'est-ce que ça apporte? Alors, ce que le cloud apporte, alors déjà, moi, professionnellement, j'ai l'habitude de dire que je suis un petit peu une prof de l'ouverture du cloud. Parce que pendant longtemps, le cloud a été quand même quelque chose qui était dans les DSI, très technique, et moi, ni au regard de ma formation, ni au regard de mon parcours professionnel, je n'ai de lien avec ni de lien métier, ni de lien professionnel. Donc, moi, je suis arrivée au cloud, à la tech, vraiment par passion, puisque j'ai une formation en droit public, et plutôt politique, et communication publique. Et je me suis très vite passionnée par la tech, par le numérique, notamment le cloud, parce qu'il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que le numérique, la tech serait vraiment un moyen au service des femmes pour leur émancipation. Et ça, je l'ai vu outre-Atlantique, pour la bonne et simple raison que je suis, je pense que ça se voit, de double culture. Donc, je viens du Sénégal. Et très vite, j'ai vu que les femmes, avec rien, avec une ambition, avec leur capacité à vouloir faire les choses, et grâce au numérique, elles avaient pu faire beaucoup de choses. Donc, très vite, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire dans la tech, avec le numérique, avec le cloud, notamment sur la question administrative. En Afrique, il y a beaucoup de lieux où, malheureusement, il n'y a pas d'administration. Les gens ont des extraits de naissance, ils ne sont pas archivés. Donc, très vite, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ça peut être très utile, ça peut même devenir un moyen d'utilité publique. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et non seulement on peut le faire entre nous ici en Occident, mais on peut aussi le partager. C'est ce côté-là vraiment qui m'intéressait. Comment on partage nos bonnes pratiques à nos voisins, à nos amis, aux autres, pour pouvoir finalement faire mieux ensemble. C'est comme ça que je suis arrivée. Ce que je trouve intéressant dans la démarche, un petit peu aussi, vous m'en aviez parlé, c'est cette agilité finalement à appréhender les technologies au Sénégal ou ailleurs. Absolument. Et comment finalement ils arrivent à vite prendre possession de l'outil, du service, peu importe, pour lui donner une utilité dont vous avez évoqué le sujet. Très vite, absolument. On est passé d'une société, alors on prendra le nom qu'on veut, pays en voie de développement, sous-développé, pays émergent. On est passé de ce statut-là à aujourd'hui des pays où, dans la tech, par exemple, pendant la crise Covid, on a vu comment les jeunes se sont débrouillés. Ils ont été hyper agiles, ils ont inventé des solutions. Une solution qui m'avait marqué, c'est dans plein de villages ou dans plein de banlieues. Alors, le Sénégal est un pays plutôt croyant. 90% de musulmans, il fallait trouver une solution pour que tout le monde puisse aller à la mosquée et puisse faire ses ablutions. Donc, ils ont trouvé, ces jeunes-là ont réfléchi, je ne sais comment, ils ont réussi à créer un espèce de robinet avec du numérique qui faisait en sorte que de l'eau tombait et chacun arrivait, il pouvait compter les personnes qui avaient vraiment nettoyé leurs petites mains et tout ça. Et je trouvais ça génial. Et donc, c'est vraiment, je trouve que le cloud, l'univers de la tech, quelque part, a changé les paradigmes. C'est vraiment devenu un moyen d'inclusion, même dans des endroits où on pouvait même pas imaginer il y a 50 ans que ça arriverait. Et bien, grâce à tout ça, c'est devenu possible. On le voit avec la question des extraits de naissance. Beaucoup de gamins ne vont pas à l'école parce qu'ils ne sont pas déclarés à la naissance. Pour aller à l'école, il faut un extrait de naissance. Pendant longtemps, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, grâce au cloud, les mairies arrivent à archiver. Elles arrivent à avoir ces données-là, à les archiver de telle sorte parce que quand un parent arrive, il peut avoir un extrait de naissance pour son gamin qui pourra enfin aller à l'école. Même s'il va à l'école à 10 ans, c'est toujours mieux que de ne pas y aller. On a un vrai apport sociétal, en fait. Ah oui, un vrai apport sociétal, vraiment. Teresa, on va parler aussi de ce que vous pensez que le cloud il apporte dans votre univers de compétences, qui est l'UX. Absolument. Alors moi, je regarde la tech et le cloud avec le regard de l'humain. Moi, je viens des sciences humaines et sociales, pas de l'univers de la technologie ou du code. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les usages du passé, les usages d'aujourd'hui, voire les usages de demain. Qu'est-ce que la technologie nous apporte en termes d'utilité, en termes d'acceptabilité, en termes de pertinence. Et personnellement, je trouve que le cloud apporte beaucoup
à la vision centrée utilisateur. Parce que pendant des années, notre métier consistait à expliquer aux grands groupes que il faut prendre en compte l'humain, il faut prendre en compte l'utilisateur, il faut faire de l'ergonomie, il faut bien concevoir les interfaces pour qu'elles soient simples, faciles à prendre en main, etc. Et c'était assez compliqué parce que les gens nous disaient on n'a pas le temps, on n'a pas le budget pour le faire. Or, les solutions en ligne, les solutions dans le cloud améliorent cette mise en œuvre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on peut savoir si les personnes se connectent, quand elles se connectent, où elles cliquent. Il suffit de mettre quelques mouchards dans le code, rien de bien plus compliqué qu'un Google Analytics, pour tracer le comportement des utilisateurs. Donc toutes ces fameuses données qui sont le Graal pour comprendre l'humain, qu'est-ce qu'ils font pas, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, on va les avoir gratuitement quelque part. Il suffit de mettre en œuvre les bons indicateurs et savoir traiter les données, bien évidemment. Mais ce n'est plus si compliqué que ça d'avoir des retours terrain pour savoir si une nouvelle fonctionnalité est utilisée, elle n'est pas utilisée. Est-ce que les gens se connectent 10 fois par jour? Est-ce qu'ils ne se connectent jamais? Est-ce qu'il y a des habitudes ou des flux de navigation qui se mettent en place? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui facilite ce cycle artefact-tâche que nous prônons dans notre métier, donc ça veut dire faire évoluer un artefact. Un artefact est un objet fait par l'homme, donc l'interface digitale est un artefact. Donc on prône le fait que les artefacts évoluent en fonction des retours utilisateurs et pas juste en fonction du techno-push parce qu'on a eu une super idée et qu'on veut déployer une super nouvelle idée, chose qui arrive malheureusement encore souvent. Bref, donc notre idée c'est plutôt de faire évoluer les choses en fonction des retours terrain issus des usages. Et du coup, non seulement le cloud permet d'avoir ces retours terrain, mais permet aussi d'expérimenter. Parce qu'on peut tout à fait changer quelques icônes, modifier un petit peu le wording, déployer une nouvelle fonctionnalité et voir les retours. Ça plaît pas, c'est utilisé, c'est pas utilisé. J'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah, si on supprimait ça, les gens râleraient. » On supprime, personne ne râle. Ça veut dire que personne s'en servait. Donc ça permet vraiment de prendre en compte l'humain au quotidien, faire évoluer les interfaces au fur et à mesure. C'est de nouveaux modèles économiques. Il y a 15 ans... Déployer un nouveau logiciel, ça demandait des efforts, ça demandait de renvoyer des disquettes, des CD, des supports numériques qu'il fallait installer. On n'allait pas faire des mises à jour tous les 4 matins. Aujourd'hui, on peut le faire quasi quotidiennement pour voir comment les nouvelles fonctionnalités sont appréhendées, sont utilisées, sont appréciées ou pas par les utilisateurs. Donc c'est un vrai plus dans notre métier. Ça devient beaucoup plus facile de prôner cette prise en compte de l'humain puisque le cloud nous supporte dans cette démarche. Oui, en plus, il y a cette démarche responsable parce que du coup, on est sur moins de consommation, je dirais, puisque les choses sont plus simples, plus rapides, donc ça prend beaucoup moins de temps. Complètement. La démarche UX, donc l'expérience utilisateur et le développement durable vont de pair depuis toujours. Parce que notre idée, c'est de ne pas gaspiller ni dans le processus de conception d'un produit qui finalement servira à rien, ni dans le processus d'utilisation d'un produit qui contient trop de features, trop de boutons, trop de fonctionnalités qui au final sont un peu à côté de la plaque. Donc oui, tout à fait, on est dans une démarche responsable, on est dans une démarche où on prend en compte le consommateur. Le consommateur, nous, on l'appelle un consommateur, parce qu'il doit devenir vraiment partie prenante du processus, s'impliquer dans le processus, parce que c'est pour lui qu'on fait les produits, en fait. On ne les fait pas juste pour le plaisir de les faire. Alors, j'en viens aux femmes, en fait, parce que vous êtes toutes des femmes et c'est important, surtout à une table ronde comme ça, là, où on n'a vraiment que des battantes, donc c'est un vrai bonheur. On va parler tout de suite avec Carole Malbranc. Carole, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter et de dire un petit peu tout ce que vous faites en termes d'activité pour qu'on aborde ce sujet, je dirais, de la valorisation des femmes sur ces fameux métiers dits non accessibles à une certaine époque. Alors, tout d'abord, moi, pour mon côté professionnel, je suis ingénieure en microélectronique. Je dessine des puces, des circuits imprimés pour des téléphones, pour des tablettes, des ordinateurs et dernièrement pour des calculateurs. Donc, c'est en nanotechnologie. Donc, c'est vraiment de la tech pure et dure. Et j'aime bien Corinne qui dit souvent, je fais les circuits pour pouvoir qu'il existe ce cloud. Ça, c'est mon côté professionnel. J'ai un côté très associatif. J'ai monté avec une dizaine de femmes une association qui s'appelle Watt06, Women Hacker Action Tank 06. Et notre objectif, c'est notamment de mettre en visibilité les femmes qui sont dans la tech parce qu'elles existent. Elles ne sont pas visibles, mais aussi d'inspirer les jeunes filles à suivre des carrières scientifiques. Parce que souvent, les jeunes filles n'ont pas idée, elles ne peuvent pas avoir envie d'être data scientist si elles ne connaissent même pas ce type de métier. Donc, on essaie justement de leur faire connaître des nouvelles technologies de façon ludique. Et notamment, on a aussi créé une application pour permettre de découvrir les différents métiers de femmes qui témoignent, qui sont des rôles modèles via leurs soft skills. Donc, en fait, les femmes sont présentes, elles ne sont pas visibles et je pense que c'est important, notamment, de les mettre en visibilité, de les mettre en avant pour qu'elles soient des rôles modèles pour les générations futures.
Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des mettre en visibilité, vous avez aussi cet accompagnement, c'est-à-dire de pouvoir avoir des événements, des moments où justement vous allez les aider à se révéler et leur montrer A plus B qu'elles aussi sont capables d'avoir ce type de métier. C'est tout à fait vrai, ça a été flagrant parce on a organisé depuis la deuxième édition les trophées Women in Tech Sud. Ça récompense des femmes qui sont dans la tech. Alors ça peut être salariées, start-upeuses, chercheuses, ça c'est au niveau régional. Et cette année, on a même fait une section experte en IA au niveau national. Et ce qui était ahurissant, c'est qu'on a eu à peu près 50 dossiers de candidature et presque toutes dans le dossier de candidature, lorsque on leur demandait si elles se considéraient comme des rôles modèles, elles ne le considéraient pas du tout comme rôle modèle. Et souvent, elles me disaient, bon, je ne sais pas pourquoi je vais candidater, je ne suis peut-être pas à ma place. Et ça, c'est impressionnant, cette autocensure qu'elles s'affligent. Dites-nous un petit peu, je crois que vous faites des hackathons, vous faites pas mal de choses. Décrivez-nous un petit peu de manière, les exemples, on va dire. Alors, on a fait les trophées Women in Tech, mais on organise aussi des hackathons. On a organisé 3 déjà, on organise le 4e cet automne. Alors, l'objectif, pour le hackathon, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui vont travailler 24 heures non-stop, du vendredi soir 18h au samedi soir 18h, en équipe, et ils vont sur une problématique réfléchir et proposer une solution avec du développement. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de faire travailler ensemble pendant 24 heures des personnes qui ne se connaissent pas, de profils différents. Donc, on a des étudiants, des salariés, on a même des retraités. Et le gros plus des hackathons de Watt 06, c'est qu'au début, la première édition, on contactait des femmes et elles nous disaient toujours, non, je ne peux pas participer parce que c'est du vendredi soir au samedi soir, mais moi, le samedi, je garde mes enfants. Donc, on leur a dit, écoutez, c'est très simple, venez le samedi avec vos enfants, on va les initier à la programmation de robots, à du design thinking, à un mini hackathon. Et ça permet non seulement de faire rencontrer les gens, les jeunes, les moins jeunes, faire aussi que des salariés puissent proposer des postes à des jeunes qui vont être dans leur équipe. Ça permet aussi de voir les expertises, mais aussi on va dire les soft skills. C'est-à-dire que pendant 24 heures, ces personnes travaillent quand même sur le stress et de voir un peu comment elles peuvent gérer sur des projets où elles sont 5 personnes qui ne se connaissent pas. Il n'y aura pas de personnes alpha. Ils vont devoir travailler, collaborer pour pouvoir en 24 heures démontrer une solution technologique devant un jury. Donc ça, c'est les hackathons. On fait aussi, justement, pour inspirer les jeunes filles, on a fait une journée Girls Tech Day. On invite 100 jeunes filles à découvrir des technologies. Donc, on le fait avec de nombreux partenaires. Ça peut être Thales, Inria, Accenture, on en a eu beaucoup. Et nous-mêmes, nous avons organisé un escape game sur des concepts informatiques et un jeu sur la cybersécurité. L'objectif, c'était de montrer à ces jeunes filles que la tech, ça peut être fun aussi, c'est pas obligatoirement quelque chose de rébarbatif. Et justement, on essaie de leur montrer qu'on peut avoir différentes qualités dans la tech. Il y a énormément de métiers, pas seulement de développeurs, quoi. Il y a chef de projet, il y a énormément de projets, de métiers qui pourraient s'intéresser. Donc ça a eu beaucoup de succès. Et on a aussi, pour garder ces enfants, on a utilisé, comment dire ça, on a invité les parents pendant que les enfants participaient à ces ateliers, puisqu'ils avaient entre 14 et 16 ans. C'est des jeunes filles, ces jeunes filles qui n'ont pas encore choisi leur parcours, elles sont en 4e, 3e ou seconde, donc elles n'ont pas déjà choisi une filière scientifique. Et on a invité leurs parents, ils ont assisté à différentes mini-conférences, notamment le cyberharcèlement. On a fait aussi une conférence sur les biais et les préjugés des femmes dans la tech et comment aider nos enfants dans leur choix d'orientation. Et la 3e petite conférence pour les parents, c'était une table ronde où des femmes de la tech témoignaient et répondaient aux questions et aux inquiétudes des parents. Et ça a eu énormément de succès, cet événement. Carole, un mot pour terminer sur comment vous ressentez les choses, c'est-à-dire comment, vous ressentez les actions que vous menez et l'impact qu'elles ont, et quels sont pour vous les incontournables sur lesquels il faut continuer à agir dans les années qui viennent. Alors, l'impact, on le voit déjà parce que lors de notre premier hackathon, il y a 6 ans, on avait 30% de présence féminine. Celui qu'on a fait en 2019, puis après il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu en faire, mais en 2019, on avait 50% de présence féminine. Il faut dire quand même qu'on a 100 participants, c'est énorme, et d'avoir 50% de présence féminine et pas que et beaucoup de plus en plus de développeuses. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de femmes, de jeunes filles qui s'y intéressent
Donc, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est un travail au quotidien. Hein. C'est pas en une fois qu'on va changer le monde. Donc, c'est par des mesures. Je suis pas la seule association. Il y a bien d'autres associations en France qui œuvrent là-dedans. Mais je pense qu'il faut pas lâcher. Et moi, ce que je pense qui est surtout important, notamment par rapport aux employeurs, hein, aux sociétés, pour moi, c'est important de mettre en visibilité leurs femmes qui sont dans la tech, parce que déjà, elles seront des rôles modèles. Elles vont, comme j'ai dit tout à l'heure, des jeunes filles vont être inspirées. Mais c'est pas tout d'avoir des femmes dans la tech, il faut aussi les conserver. Souvent, on dit toujours le plafond de verre, mais il n'y a pas que. Elles vont souvent être ou reléguées sur d'autres tâches, mais moins être dans le technique. Moi, par exemple, lorsque j'étais dans un des grands groupes, j'ai dû me battre pour rester dans la tech, parce que j'étais devenue manager, j'ai compris que je perdais mes compétences techniques, et il a fallu que je me batte, entre guillemets, avec mon manager pour ne plus gérer d'équipe, pour pouvoir rester dans la tech. Donc, je pense que c'est important de les faire venir dans la tech, que les jeunes filles viennent dans la tech, que les femmes soient mises en valeur et visibles dans la tech, mais aussi il faut faire un effort pour les accompagner, pour qu'elles y restent et pour les faire progresser dans la technologie. Carole, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci et puis à très bientôt. Je vais vous poser la même question pour terminer à chacune. Quels sont pour vous les incontournables sur lesquels il faut vraiment travailler pour que ces femmes dans la tech soient reconnues, aussi compétentes que d'autres, et puis surtout qu'elles puissent évoluer, on vient de le voir, pas seulement avoir un métier, mais aussi progresser. Alors, je vais me permettre. J'ai souvent sur Twitter des jeunes filles que je vois qui sont donc développeuses et qui se battent encore contre un machisme. Mais on dirait que même les mécanos à côté, non mais sincère, ma nièce a un CAP mécanique auto, elle a arrêté parce que voilà, c'était invivable. Mais quand je dis invivable, c'est invivable. Et c'est le même niveau. Ça continue à être le même niveau. Les femmes ne peuvent pas développer, les femmes ne peuvent pas faire de l'administration. Comment on va faire justement? Voilà. Dites-moi les incontournables dans les années qui viennent. Eh ben, on va falloir qu'on continue, qu'on s'impose, parce qu'il n'y a que comme ça. C'était pareil lorsqu'on voulait être médecin, on avait le droit d'être infirmière et encore. Et il va falloir encore continuer à s'imposer, malgré tout ce qui arrive, malgré les crises économiques et co. Eh ben, va falloir se souder les coudes, être comme on est là, mais je suis sincère. Et c'est là où le terme sororité va vraiment faire son pesant d'or, parce que au bout d'un moment, alors on sait bien que quand il y a une femme avec des hommes, il y a toujours une petite histoire. On connaît les histoires génétiques, on va pas discuter là-dessus. Mais il y a un moment, il y a un savoir-être, un savoir-vivre. Donc, quand on se fait... moi, ça y est, j'ai passé l'âge, c'est fini. Mais... non, il n'y a pas d'âge. Si, chérie, excusez-moi, je suis allée un peu... quand j'étais gamine, plus jeune, j'étais la seule femme, il y avait que des costards-cravates. Oui, donc, mais ça change. Moi, je le vois avec ce que nous dit Carole, ça change. Mais ça change énormément. Oui. Mais et je me souviens, j'en ai souvent parlé, et moi, j'allais là-dedans, vas-y. Et je savais que j'allais être une proie. Maintenant, les choses changent, mais le comportement verbal et franchement injurieux de certains, même dans la jeune génération. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Teresa. C'est ça. Pour répondre à cette question, je vais vous raconter une petite anecdote, un peu de storytelling, comme on dit dans mon métier. Je suis une grande fan de science-fiction. Et quand j'étais ado, je suis tombée sur un bouquin que j'ai adoré, qui s'appelait « Le chat qui traversait les murs ». Et dans le livre, ce chat traversait les murs, tout simplement parce qu'on lui avait jamais dit qu'on ne pouvait pas le faire. C'est parfait. Voilà. Et cette image-là, ça m'est resté toute ma vie. Je me suis dit, mais en fait, on se auto-impose beaucoup de limites. On fait nôtre des phrases, des constats qui ne sont pas les nôtres. C'est ça. Donc il faut juste s'en ficher, en fait. Maddy? Alors moi, je dirais sororité, mais altérité aussi, parce que moi, dans mon parcours, beaucoup d'hommes, à commencer par mon papa, le premier homme qui m'a poussé. Donc à un moment, il va bien falloir qu'on tienne les coudes, les mains, peu importe, en tout cas qu'on avance ensemble. Je pense qu'il faut continuer de faire ce qu'on fait toutes. Moi, je le fais au sein de Digital Ladies, qui est une association au sein de laquelle on se bat pour une meilleure représentativité des femmes dans la tech. Je le fais également avec Diversity Days, je suis membre du board. Et là, on se bat pour une tech plus inclusive. Donc, il faut changer les mentalités, dire aux gens que c'est possible, qu'on ait une tech qui nous ressemble à nous tous autour de cette table. Il faut faire de la pédagogie, en parler, toujours en parler, aller sur le terrain, faire changer les choses,
bouger les lignes, enfoncer les murs, parce que parfois on se retrouve face à des murs. Il faut continuer, c'est sûr que c'est pas simple, mais avec détermination, moi je pense que c'est possible. C'est pas simple d'être dans un monde de mecs, même si moi ça n'a jamais été mon premier problème, si je peux dire ça comme ça. Moi j'ai évolué avec des mecs, parce que d'abord j'étais ce qu'on appelait avant un garçon manqué, donc j'étais beaucoup plus à l'aise avec les garçons qu'avec les filles. Et ce côté défi, moi, m'a toujours plu. Alors moi, il n'y a pas une chose qui me plaisait le plus au monde, c'est d'entrer à la maison le soir et dire à mon père, tu sais, j'ai battu tous les garçons. J'ai couru plus vite que tous, et ça, c'était génial. Donc je pense qu'on a aussi besoin d'être stimulé comme ça en étant différent. Ouais. C'est aussi comme ça qu'on gagne. Mais effectivement, il y a beaucoup de travail sur les mentalités. Cette fameuse autocensure qu'ont beaucoup de femmes, j'y arriverai pas, c'est pas possible, ça aussi, il faut qu'on se batte contre. Mais il faut aussi mettre en avant plein de rôles modèles, montrer que c'est possible, montrer des rôles techniques, d'autres moins techniques, montrer que c'est possible. Et surtout, une grande sensibilisation, je pense aussi au niveau scolaire, dans les écoles. Il faut arrêter de dire aux filles que quand on écrit bien le français, quand on va au littéraire et que les garçons vont faire des maths, il y a des filles qui sont très bonnes en maths, qui sont très bonnes scientifiques, et il y a des garçons aussi qui écrivent très bien, qui écrivent de très beaux bouquins. Donc je pense qu'il y a un gros boulot de sensibilisation qu'on doit continuer à faire tout ensemble. Je me permettrai de vous couper, cher monsieur, pour vous dire qu'en fait, une fois, j'ai écrit un texte que Carole avait très très bien lu. Et c'est juste une phrase, c'est « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Oui, en tout cas, moi, je suis assez impressionné parce que, même fier, je dirais, d'avoir animé cette table ronde parce que c'est un vrai sujet. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est la détermination que vous avez toutes montrée à vos différents niveaux. C'est très varié et en fait, je crois que là, on a un vrai exemple de, je dirais, de comment y aller et puis surtout ne pas avoir peur. Hein, c'est ce qu'on vient de se dire. Donc, merci à toutes, c'était un vrai bonheur. Et nous, on se retrouve sur une prochaine édition, une prochaine séquence autour de la Cloud Week. À tout de suite.